Chapitre 8. Départs et adieux. Parfois, il ne voyait plus les morts. Cela avait commencé un mois ou deux plus tôt, en avril ou mai. Au départ, cela n'arrivait qu'à l'occasion, mais à présent, cela semblait se produire de plus en plus souvent. Le monde changeait. Bod erra jusqu'au quart nord-ouest du cimetière, jusqu'au fratras de lierre qui pendait aux branches d'un buis et refermait à demi le fond de la promenade égyptienne. Il vit un renard roux et un gros chat noir au plastron et aux chaussettes blanches, en pleine conversion au milieu d'allées. À l'approche de Bod, ils levèrent la tête, surpris, puis filèrent dans les buissons, comme s'ils avaient été pris à comploter. Curieux, se dit-il. Il connaissait ce renard depuis qu'il était bébé, et le chat avait toujours rôdé dans le cimetière, aussi loin que Bod s'en souvint. Il le connaissait, alors qu'ils étaient d'humeur plaisante, il ne le laissait même pas les caresser. Lorsqu'ils étaient d'humeur plaisante, il le laissait même les caresser. Bod commença à se glisser à travers le lierre, mais il trouva le chemin obstrué. Il se baissa, poussa le lierre à côté et se faufila. Il avança dans le sentier avec précaution, en évitant les trous et les ornières, jusqu'à la pierre imposante qu'il marquait le dernier repos d'Alonso Thomas Garcia Jones, 1837-1905. Voyageur, pose ton bâton. Bod venait là tous les jours depuis plusieurs mois. Alonso Jones avait parcouru le monde entier et prenait un grand plaisir à raconter ses voyages à Bod. Il commençait toujours par dire « Il ne m'est jamais rien arrivé d'intéressant » avant d'ajouter d'un air sombre « Et je t'ai conté toutes mes aventures ?» Puis ses yeux s'allumaient et il s'exclamait « Sauf, t'ai-je déjà raconté ? » Et quels que soient les mots qui suivaient, la fois où je me suis évadé de Moscou, ou la fois où j'ai perdu une mine d'or en Alaska, qui valait une fortune, ou encore la charge des troupeaux dans la Pampa. Bod niait toujours, prenant l'air impatient et bientôt la tête bouillonnante de récits, de hauts faits et de grandes prouesses, histoire de belles jeunes filles embrassées, de ladres infâmes abattus au pistolet ou combattus à l'épée, des sacs d'or, de diamants gros comme le pouce, de cités perdues comme une vaste montagne de trains à vapeur et de fameux trois mâts, de pampa, d'océan, de désert et de toundra. Bod gagna la pierre pointue, haute, gravée de torches renversées, et attendit, mais ne vit personne. Il appela Alonso Jones, toqua même sur le côté de la pierre, mais resta sans réponse. Il s'inclina pour passer la tête sur la tombe et appelait son ami, mais au lieu de glisser à travers la matière, telle une ombre, se faufilant dans une ombre plus profonde, sa tête rencontra la surface avec un choc dur et douloureux. Il appela de nouveau, mais rien ne vit ni personne. Avec précaution, s'extirpa de l'enchevêtrement de verdure et de pierres grises pour regagner l'allée. Trois pies perchées sur une aubépine s'envolèrent sur son passage. Il ne vit pas une âme avant d'avoir atteint le versant sud-ouest du cimetière, où apparut la silhouette familière de la mère Slaughter, minuscule sous son haut bonnet et sa cape, qui déambulait entre les tombes, la tête baissée pour observer les fleurs sauvages. « Par ici, mon garçon !» s'écria-t-elle. « Il y a des capucines sauvages qui poussent dans le coin. Tu devrais m'en cueillir et les poser près de ma pierre. » Bod cueillit les capucines rouges et jaunes et les emporta jusqu'à la stèle de la mère Slaughter, tellement fendillée, usée et érodée, qu'il ne lisait plus qu'un « Look ». Pour la grande perplexité des historiens, depuis plus de 100 ans, il posa les fleurs devant la pierre, respectueusement. La mère Slaughter lui sourit. « Tu es un bon petit, je me demande ce qu'on fera sans toi. Merci, dit Bod. » Puis il ajouta. « Où sont-ils tous partis ? Vous êtes la seule personne que j'ai vue ce soir. » La mère Slaughter se toisa d'un air acéré. « Qu'est-ce que tu t'es fait au front ? Lui demanda-t-elle. « Je me suis cognée sur la tombe de Monsieur Jones. Elle était dure. Mais la mère Slaughter pinça les lèvres et inclina la tête. Les yeux égardés et perçants le scrutaient sous son bonnet. « Je t'ai appelé petit, hein ? Mais le temps passe en un clin d'œil, et nous voilà un grand jeune homme, pas vrai ? Quel âge as-tu ? » « Dans les 15 ans, je crois, mais je sens toujours comme avant, dit Bod. La mère Slaughter s'interrompit. Et moi, je me sens comme quand j'étais une tige mioche qui dressait les marguerites dans le vieux pré. On est toujours soi, ça ne change pas, et on change toujours, il n'y a rien à faire. » Elle s'assit sur sa pierre tombale cassée et raconta.
Je me rappelle encore les soirs où tu es arrivé ici, mon garçon. On ne peut pas laisser partir ce petit gars. Et j'ai dit que ta mère était d'accord. Et v'là tout qui se mettent à baratiner tant et plus, jusqu'à la venue de la dame au cheval blanc. Peuple du cimetière, qu'elle dit, écoutez donc la mère Slaughter, n'avez-vous donc point de charité dans les eaux? Et là, tous ont été d'accord avec moi. Elle se tut, secoua sa petite tête. Il ne se passe pas grand-chose ici pour rendre un jour différent du suivant. Les saisons défilent, le lierre pousse, les pierres tombent, mais quand t'es arrivé ici, ben, je suis bien contente que tu sois venu. Voilà. Elle se leva pour tirer de sa manche un chiffon de lin crasseux, cracha dedans et se grandit le plus possible pour frotter le sang sur le front de Bod. Là, que tu sois un peu présentable, dit-elle avec sévérité, vu que de toute manière, je ne sais point quand je te reverrai, fais attention à toi. Déconfit, comme il ne l'avait jamais été jusqu'alors, Bod rentra à la tombe des Owens et fut contente de voir que les deux parents l'attendent à côté. À mesure qu'il s'approchait, sa joie se mua toutefois en inquiétude. Pourquoi se tenaient-ils debout comme ça, de part et d'autre de la tombe comme des personnages de vitraux? Il n'arrivait pas à déchiffrer leur visage. Son père fit un pas en avant. Bonsoir, Bod, dit-il. Je suppose que tu vas bien. Assez pour me supporter, répondit Bod, car c'était ce que répondait toujours M. Owens à ses amis lorsqu'ils lui posaient la question. Dame Owens et moi-même, nous avons souhaité toute notre vie avoir un enfant et je suis certain que nous n'aurions pas pu en avoir de meilleur que toi, Bod. Il leva les yeux sur son fils avec fierté. Ah oui, merci, mais... dit Bod. Il se tourna vers sa mère, certain de pouvoir lui dire ce qui se tramait, mais elle n'était plus là. Où elle est partie? Oh oui, Monsieur Owens avait l'air mal à l'aise. Ah, tu connais Bestie? Betsy. Il y a des choses, des moments, enfin, on ne sait que dire, tu vois. Non. Je crois que Silas t'attend, dit ton père avant de disparaître. Il était minuit passé, Bod se dirigea vers la chapelle. L'arbre qui poussait dans la gouttière de la flèche était tombé lors du dernier orage, entraînant dans sa chute plusieurs ardoises du toit. Bod attendit sur le banc de bois gris, mais ne vit aucun signe de Silas. Le vent souffle en rafale. C'était la fin d'une de ces soirées d'été où le crépuscule s'étire à l'infini, et l'air tout tiède. Pourtant, Bod sentit la chair de poule lui hérisser le bras. Une fois, une fois, une voix lui souffla à l'oreille. Dis-moi que je te manquerai, Godeluro. Lisa, dit Bod. Il n'y avait plus d'un an qu'elle n'avait pas vu la sorcière ni eu de ses nouvelles. Depuis la nuit des Jacks de tout métier. Où étais-tu passé? J'observais. Une dame est-elle tenue de dire tout ce qu'elle fait? Tu m'observais, moi? Vraiment. Laisser la vie aux vivants, c'est bien du gâchis. Nobody Owens fit la voix de Lisa tout près de son oreiller, car l'un de nous deux est trop idiot pour vivre, et ce n'est pas moi. Dis-moi que je te manquerai. Où vas-tu? Lui demanda Bod. Bien sûr que tu me manqueras, où que tu ailles. Trop bête, chuchota la voix de Lisa Hemstock, et il sentit sa main posée sur la sienne. Trop bête pour vivre. Le toucher de ses lèvres contre sa joue, contre le coin de ses lèvres, elle l'embrassa avec douceur, et il fut trop désarçonné, trop absolument pris à contre-pied pour savoir que faire. Tu me manqueras aussi, dit la voix, toujours. Un souffle de vent lui ébouriffa les cheveux, à moins que ce ne fût la caresse de sa main, puis il le savait, seul sur le banc. Il se leva. Il alla jusqu'à la porte de la chapelle, souleva la pièce à côté du porche et en sortit la clé de secours, laissée là par un bédot mort depuis longtemps. Il ouvrit la grosse porte en bois sans même passer au travers. Elle s'entrebâilla en grinçant, en protestant. Il faisait noir à l'intérieur, et Bod se surprit à plisser les yeux comme pour essayer d'y voir. Entre, Bod. C'était la voix de Silas. Je n'y vois rien, dit Bod. Il fait trop noir. Déjà, fit Silas. Il soupira. Bod entendit un bruissement de velours, puis on craquait une allumette qui s'enflamma pour allumer deux énormes cierges posés sur de hauts chandeliers en bois sculptés au fond de la pièce. À la lumière des chandelles, Bod vit son tuteur debout sur la côte, à côté d'une grande malle de cuir, de celle qu'on appelle cantine de marine, assez grande pour qu'un homme de taille haute puisse s'y recroqueviller et dormir dedans. À côté,
était posé ce sac, en cuir noir, que Bob avait déjà vu à plusieurs reprises, mais qu'il trouvait toujours impressionnant. La malle était garnie de blanc. Bud mit la main dans le coffre vide, toucha la doublure de soie, toucha la terre sèche. C'est là que tu dors demanda-t-il. Quand je ne suis pas chez moi, oui, dit Silas. Bud était abasourdi. Silas avait toujours été là, aussi loin qu'il s'en souvienne, et même avant. Ce n'est pas ici, chez toi? Silas secoua la tête. Ma maison est très, très loin d'ici, dit-il. Du moins si elle est toujours habitable. Il y a eu des troubles dans ma contrée de naissance, et je suis loin d'être sûr d'y retourner les miens. Je suis loin d'être sûr d'y retourner les miens à mon retour. D'y retrouver les miens. Tu vas rentrer demanda Bud. Celui qui avait toujours été immuable était en train de changer. Tu vas vraiment partir? Mais tu es mon tuteur. J'étais ton tuteur. Tu es assez grand pour prendre soin de toi toi-même. J'ai d'autres choses à protéger. Silas ferma le couvercle de la malle de cuir brun et entreprit d'attacher les sangles et les boucles. Tu peux pas rester ici, au cimetière? En aucun cas, dit Silas, avec plus de douleur que Bud n'en avait jamais entendu dans ses mots. Tous ceux d'ici ont vécu leur vie, Bud. Même si elle fut courte, à présent c'est ton tour. Tu dois vivre. Je peux venir avec toi? Silas secoua la tête. Je te reverrai? Peut-être. Il y avait de la gentillesse dans sa voix et quelque chose de plus. Et que tu me revoies ou non, je ne doute pas que moi je te reverrai. Il poussa la malle de cuivre contre le mur, s'approcha de la porte du coin au fond de la pièce. Suis-moi. Bud marcha derrière Silas, le suivit dans le petit escalier en colimaçon qui descendait la crypte. J'ai pris la liberté de faire ta valise, lui expliqua Silas lorsqu'ils arrivèrent en bas. Sur le carton de micelle moisi était posée une petite valise en cuir, une réplique en miniature de celle de Silas. Toutes tes possessions sont là-dedans. Parle-moi de la garde d'honneur, Silas. Tu en fais partie. Miss Lupescu en faisait partie. Qui d'autre? Vous êtes nombreux? Qu'est-ce que vous faites? Nous ne faisons pas assez, dit Silas. Principalement, nous gardons les frontières, nous protégeons le bord des choses. Quel genre de frontières? Silas resta muet. Tu veux dire comme arrêter le Jack et les siens? Nous faisons ce que nous avons à faire, dit Silas. Il semblait las. Mais vous avez fait ce qu'il fallait, je veux dire, en arrêtant les Jacks. Ils étaient horribles. C'étaient des monstres. Silas fit un pas vers Bud, si bien que l'adolescent dut renverser la tête en arrière pour regarder le visage de l'homme de haute taille. Je n'ai pas toujours fait ce qu'il fallait, jeune Bud, dit ce dernier. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait pis que Jack, pis qu'aucun d'entre eux. C'était moi le monstre, à l'époque, Bud, et j'étais pire que tous les monstres. Bud ne pensa même pas un instant à se demander si son tuteur mentait ou plaisantait. Il savait qu'il entendait la vérité. Mais tu n'es plus comme ça, n'est-ce pas? On peut changer, concéda Silas. Puis il garda le silence. Bud se demanda si son tuteur, si Silas, était plongé dans ses souvenirs. Alors, ce fut un honneur d'être ton tuteur, jeune homme. Sa main disparut sous sa cape, réapparut porteuse d'un vieux portefeuille usé. C'est pour toi, prends-le. Il prit le portefeuille mais ne l'ouvrit pas. Il contient de l'argent, assez pour te donner un départ dans la vie, mais rien de plus. Je suis allé voir Alonzo Jones aujourd'hui, dit Bud, mais il n'était pas là. Ou s'il l'était, je ne l'ai pas vu. Je voulais qu'il me parle d'endroits lointains où il est allé d'îles, de marsouins, de glaciers, de montagnes, de lieux où les gens habitent et mangent d'une manière étrange. Bud hésita puis continua. Ces endroits, ils sont toujours là, je veux dire. Il y a toujours un monde au dehors. Je peux le voir? Je peux aller là-bas? Silas opina. Il y a tout un monde au dehors, oui. Tu as un passeport dans ta poche intérieure de ta valise. Il est au nom de Nobody Owens, et il n'a pas été facile à obtenir. Si je change d'avis, je pourrais revenir ici, demanda Bud, puis il répondit lui-même à sa question. Si je reviens, ça sera un lieu, mais ce ne sera plus chez moi. Aimerais-tu que je t'accompagne jusqu'à la grille? Bud secoua la tête. Il vaut mieux que tu le fasses tout seul. Silas. Si jamais tu as des ennuis, appelle-moi, je viendrai t'aider. J'en ai, dit Silas. Je n'ai, dit Silas, jamais d'ennui. Non, bien sûr que non, mais quand même. Il faisait noir dans la crypte, elle sentait le moisi, l'humidité et les vieilles pierres, et elle lui parut, pour la première fois, toute petite. Je veux voir la vie, dit Bud, je veux la tenir entre les mains. Je veux laisser une trace de pas sur le sable d'une île déserte. Je veux jouer au foot avec des gens, je veux... Il s'arrêta et réfléchit. Je veux tout. C'est bien, dit Silas. Puis il leva la main comme pour chasser des cheveux de son œil, un geste fort inhabituel chez lui. Si d'aventure il m'arrive d'avoir des ennuis, je t'enverrai chercher
Je t'enverrai chercher sans faute, bien que tu n'aies jamais d'ennui, comme tu dis, dit Silas. Il y avait au bord des lèvres de Silas, quelque chose qui aurait pu être un sourire, et qui aurait pu être un regret, et c'était peut-être qu'un tour que jouaient les ombres. Alors, au revoir, Silas. Bud tendit la main, comme quand il était petit, et Silas la prit, d'une main froide, couleur de vieille ivoire, pour la serrer avec gravité. Au revoir, Nobody Owens. Bud souleva la petite valise et ouvra la porte pour sortir de la crypte, emprunta sans se retourner l'allée en pente douce. Le portail était fermé depuis longtemps. Il se demanda en l'atteignant si la grille le laisserait encore la traverser ou s'il devait retourner à la chapelle chercher la clé. Mais en arrivant à l'entrée, il constata que la petite porte pour piétons était grande ouverte, comme si elle l'attendait, comme si le cimetière lui-même lui faisait ses adieux. Une certaine silhouette pâle et potelée attendait devant la porte ouverte, et il lui sourit alors qu'il approchait. Il y avait des larmes dans les yeux sous le clair de lune. Bonsoir, maman, dit Bud. Dame Owens se frotta les yeux de son doigt replié, puis les tamponna avec son tablier et secoua la tête. Tu sais ce que tu vas faire à présent, lui demanda-t-elle. Voir le monde, m'attirer des ennuis, me débarrasser de mes ennuis, parcourir les jungles, des volcans, des déserts, des îles, et voir des gens. Je veux rencontrer des tas de gens. Madame Owens ne réagit pas sur le champ. Elle leva la tête et le regarda longuement. Puis elle entonna une chanson dont Bud se souvenait, un air qu'elle lui chantait quand il n'était qu'une chose minuscule, une berceuse avec laquelle il l'endormait quand il était petit. Dors, dors, mon tout petit, dors jusqu'au bout de la nuit. Un jour tu verras le monde, tu verras comme la terre est ronde. Danse, danse avec ton amour, pose un baiser sur ses lèvres, et tu trouveras ton nom un jour, et un trésor dans les ténèbres. Puis les derniers vers revinrent à la mémoire de Dame Owens, et elle les chanta à son fils. Fais face à ta vie, dans la peine, dans la joie, ne passe aucun chemin sans le prendre. Ne passe aucun chemin sans le prendre, répéta Bud. Il essaya alors de passer ses bras autour de sa mère comme quand il était petit, mais il eût aussi bien pu tenter d'embrasser la brume, car il était seul dans l'allée. Il fit un pas en avant, franchit la porte qui l'emmenait hors du cimetière. Il crut que une voix disait « Comme je suis fier de toi, mon fils », mais il était possible peut-être qu'il l'eût imaginé. Le ciel eût été pâlissant déjà à l'est, et c'est ainsi que Bud commença à marcher, vers le pied de la colline, vers les vivants, vers la ville et l'aurore. Il avait un passeport dans sa besace, de l'argent dans sa poche, un sourire dansait sur ses lèvres, un sourire un peu incertain, car le monde est bien plus vaste qu'un petit cimetière sur une colline, et il recelait les dangers et les mystères, de nouveaux amis à rencontrer, de vieux amis à redécouvrir, des erreurs à commettre et bien des chemins à parcourir avant, enfin, de revenir au cimetière ou de monter avec la dame sur le large dos de son grand étalon blanc. Mais d'ici là, il y avait la vie, et Bud y entra les yeux et le cœur grand ouvert. Ensuite, sur la page suivante, on voit une dame cheval blanc. Et ensuite, il y a les remerciements. Tout d'abord, en premier et à jamais, j'ai une dette énorme, consciente et, je n'en doute pas, inconsciente, envers Rudyard Kipling et les 2 volumes de son remarquable livre de la jungle, que je les ai lus enfant, passionné et impressionné. Je les ai lus et re-relus, maintenant maintes fois depuis. Si vous ne connaissez que le dessin animé de Disney, vous devriez lire ces livres. C'est mon fils Michael qui m'a inspiré cette histoire. Il n'avait que 2 ans et pédalait sur son petit tricycle entre les pierres tombales un été. Ce livre m'est alors venu en tête. Ensuite, je n'ai mis qu'une vingtaine d'années à l'écrire. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai débuté par le chapitre 4. Seul le désir de ma fille Maddie de connaître la suite m'a poussé à poursuivre au-delà des premières pages. Holly, quant à elle, n'a rien fait de spécial, mais elle a tout rendu meilleur. Gardner, Dozois et Jack Dam ont été les premiers à publier La tombe de la sorcière. Le professeur Georgia Greeley a parlé de ce qu'était ce livre sans l'avoir encore lu, et de l'entendre parler m'a aidé à préciser les thèmes. Kendra Stout était présente lorsque je l'ai vue pour la première porte des Ghouls.
il a eu la gentillesse, a eu la gentillesse d'arpenter plusieurs cimetières avec moi. Elle a été l'auditoire des premiers chapitres et son amour pour Silas était impressionnant. L'artiste et auteur Augrey Niffenegger est elle aussi un bon guide de cimetière. Elle m'avait fait visiter la merveille couverte de lierre qui est Highgate Cemetery West. Une bonne partie de ce qu'elle m'a raconté s'est faufilée jusque dans les chapitres 6 et 7. L'ancienne elfe du web Olga Nunn et la terrifiante Philoy Haley Campbell ont rendu cela possible et m'ont accompagné. Beaucoup d'amis ont lu ce livre en cours d'écriture et tous m'ont fait des suggestions avisées. Dan Johnson, Gary Kay, Wolf, John Crowley, Moby, Farrah Wedlenston et Joe Sanders, entre autres. Tous ont mis le doigt sur des imperfections que je devais arranger. Malgré tout, John M. Ford, 1957 à 2006, qui était le meilleur de mes critiques, m'a manqué. Isabelle Ford, Elise Howard, Sarah Obedia et Clarissa Hutton furent des éditrices du livre des deux côtés de l'Atlantique. Elles m'ont donné fière allure. Michael Corroy a dirigé de main de maître la version du livre audio. M. McKen et Monsieur Riddle ont tous les deux dessiné des illustrations merveilleuses, chacun dans son genre. Mary Lee Heifetz est le meilleur agent du monde. Et grâce à Dory Simmons, tout s'est excellemment bien passé au Royaume-Uni. John Levin a prodigué des conseils et s'est occupé des droits audiovisuels. La fabuleuse Lauren Garland, le merveilleux Kat Mios et l'incroyable Kelly Bickham se sont coltés avec mon écriture manuscrite et avec succès la plupart du temps. J'ai écrit ce livre en bien des lieux, entre autres la maison de Jonathan et Jan en Floride, un cottage en Cornouailles, une chambre d'hôtel et de la Nouvelle-Orléans, et je n'ai pas pu écrire chez Tori en Irlande parce que, au lieu de cela, j'ai eu la grippe, mais elle m'a aidé et inspiré quand même. Et en achevant des remerciements, ma seule certitude est d'avoir oublié, non pas une maïs de dizaines de personnes très importantes, non pas une, mais des dizaines de personnes très importantes. Pardon, mais merci à tous, quoi qu'il en soit. I said, she's gone, but I'm alive, I'm going from the graveyard to sing you to sick clown. Je l'ai dit, elle est partie, mais je suis en vie. Je viens du cimetière pour t'endormir d'une chanson maintenant. Tori Amos, titre Graveyard. Bon bah c'est à peu près fini, ici il recommande d'autres livres. C'était bien, voilà quoi. C'est un peu comme voir un film au cinéma, mais juste le truc non, plus que 4 heures, je sais pas combien de temps j'ai pris. Surtout que j'ai skip le OL 8.3. Moi je parle tout seul, mais là je suis en train de gaspiller de l'espace de stockage à YouTube, c'est un peu dommage. Mais bon. Pas merci pour tous, enfin si merci, mais amen. Et ayez de la gratitude envers les gens. Aimez-vous les uns les autres, faites pas forcément l'amour. Et à demain.